Cette semaine, je suis au club Taekwondo Laval. Bonne émission tout le monde. Je suis avec Catherine Poirier, entraîneur au club de Taekwondo Laval et ex-membre de l'équipe du Québec. Catherine, bienvenue à Sport-Neuf Laval. Bonjour. Catherine, fais juste nous dire, tu es maintenant un entraîneur dans le club. Comment que tu redonnes aux jeunes en tant qu'ex-athlète, comment tu leur redonnes ton expérience? J'ai eu beaucoup d'expérience en compétition. Fait que je donne beaucoup de tout ce que j'ai appris au niveau technique, au niveau autant la détermination, confiance et tout, qu'avec toute comme mon expérience, je peux donner. On s'entend, c'est un sport de combat où est-ce qu'il y a des contacts. Comment tu fais pour dédramatiser tout ça des fois quand il y a des coups, quand ça fait mal? Comment qu'on gère ça en tant qu'entraîneur? Quand, mettons, quelqu'un reçoit un coup et dit « Ah, j'ai mal », je suis comme « OK, ça va passer, ça va passer. C'est un coup, c'est un accident. » Puis c'est vraiment comme je dédramatise dans cette situation-là de manière comme « C'est pas grave, c'est banal, comme qu'est-ce qui est arrivé. » Si on va avec ton passé d'athlète, c'est quoi le meilleur truc que tu leur apportes en tant qu'ex-athlète à tes jeunes aujourd'hui? En étant ex-athlète, ça a permis comme une grosse expérience, une grosse bagage de combat. Fait que ça m'a permis de donner de l'expérience en combat aux jeunes, puis de donner comme de l'amour que j'avais dans ce sport grâce à ça. Puis dernière question. On s'entend, là, votre sport de combat, quand vous donnez des coups, vous faites des cris. Pourquoi? Je pourrais vous dire que c'est deux affaires. Soit, premièrement, pour donner le spectacle, je pourrais dire, là, comme vanter notre point. Puis l'autre, c'est pour influencer les juges. Si on a des juges, comme eux, ils en ont. Puis sinon, c'est vraiment comme surtout les points, c'est les punchs. Là, je parle des punchs. C'est vraiment plus l'influence des juges. Parfait. Et vous, les jeunes, est-ce que vous aimez Catherine comme entraîneur? Oui! Merci, Catherine. Je suis maintenant avec Ajor Ansley, la championne canadienne en taekwondo junior. Ajor, premièrement, félicitations. Parle-nous un peu de ta compétition des championnats canadiens. On a beaucoup travaillé pour finalement arriver à ce dénouement-là, la victoire. Puis je suis vraiment fière d'avoir gagné. Ça fait combien de temps que tu t'entraînes en taekwondo? 6-7 ans, un truc comme ça. 6-7 ans. Comme j'ai demandé tantôt à Catherine, un des entraîneurs, c'est un sport de combat, il y a des contacts, des fois ça peut faire mal. Comment toi tu gères ça? Au début, quand on a commencé à faire des contacts à la tête, j'avais un peu peur, mais on finit par s'y habituer. Tu finis par t'habituer à recevoir des coups. Ouais, à les éviter aussi. OK. C'est un bon truc pour gagner certainement un championnat canadien. Si je parle à Ajor et si je demandais à ton entraîneur tantôt, on va voir si vous allez avoir les mêmes réponses. C'est quoi tes deux plus belles qualités en tant qu'athlète? Athlète, je pense la rapidité. La rapidité, puis je dirais la tactique un peu. Stratégique. C'est stratégique. Ouais, les réflexes, etc. Fait que... Réflexe, rapidité. Parfait. Très bonne réponse. Je pense que c'est important dans votre sport. Ouais. Si on se projette dans le futur pour Ajor, c'est quoi les prochaines compétitions? C'est quoi tes objectifs? Objectif pour l'instant, ça serait l'Amérique. Et pour plus tard, mon grand objectif, ça serait peut-être les championnats du monde ou les Jeux olympiques. C'est quoi l'Amérique, juste pour expliquer un peu, c'est quoi? Le championnat panaméricain, c'est avec l'équipe du Canada. Puis c'est l'Amérique au complet. Fait que ça, c'est un championnat où il y a tous les athlètes de l'Amérique, puis on fait des combats, puis on regarde c'est qui le meilleur. Outre que là, on sait que tu viens de gagner les championnats canadiens, c'est quoi ton meilleur tournoi pour toi à vie, si on enlève ta dernière compétition? Ça serait quoi ton plus bel exploit? À part le championnat canadien? Je dirais le Toronto Open. Mon premier Toronto Open, parce que c'était ma première compétition à l'extérieur. Et j'avais gagné la médaille d'or. Fait que je dirais que c'était le meilleur moment. Puis si quand tu revêtu pour la première fois, on certainement donné un survêtement de l'équipe canadienne avec c'était marqué Canada dans le dos. Est-ce que c'est déjà arrivé pour toi, ça, d'avoir un survêtement de l'équipe Canada ou ça va être à venir? Ça va être à venir. Oui. Ouais. Puis comment tu penses que tu vas te sentir la première fois que tu vas pouvoir mettre ton survêtement de l'équipe canadienne? Je vais être honorée et fière, je dirais. Puis parle-nous un peu.
combien d'heures d'entraînement que tu fais par semaine pour arriver à gagner les championnats canadiens? Environ 10 heures par semaine. Puis ça demande beaucoup de persévérance, etc. Parce que c'est quand même dur avec l'école à côté. Mais ça va. C'est 10 heures par semaine, en gros. Puis là, tu as gagné les championnats canadiens de junior, c'est ça? Cadet. Cadet. Et ça, c'est quelle catégorie d'âge? Et toi, tu as quel âge? La catégorie, c'est 14 ans, 14 ans. 14 ans et moins. Et moi, je vais d'avoir 14 ans en janvier. OK. Aujourd'hui? Non, en janvier. Ah, OK, d'accord. Bien, bonne chance pour tes prochaines compétitions. Puis j'espère que tu vas avoir plus qu'un survêtement du Canada dans ta vie. Félicitations. Bravo. Je suis maintenant avec Adam Ruizami-Ego Couture, un athlète espoir du club de taekwondo Laval. Adam, bienvenue à Sport Neuf Laval. Adam, ça fait combien de temps que tu fais du taekwondo? Ça fait à peu près 6-7 ans. Ouais. Pourquoi tu as choisi ce sport-là? J'ai aimé ce sport-là parce que aussi, vu qu'il fallait beaucoup que je dépense d'énergie, dans le taekwondo, ça me rendait aussi plus flexible et aussi je pouvais plus dépenser mon énergie et combattre aussi pour apprendre à me défendre. Fait que quand tu as commencé le taekwondo, tu as commencé à mieux dormir le soir? Parfois, il y a des cours qui terminent tard, donc et quand que je me réveille, il faut aussi que je me réveille tôt pour l'école. Ouais. Puis comment qu'on fait en taekwondo? Tu me dis, oui, tu dépenses ton énergie. Qu'est-ce que vous faites dans un entraînement de tous les jours pour dépenser votre énergie? Oui, le taekwondo, c'est des combats, mais qu'est-ce que vous faites d'autre? Aussi, il y a une autre catégorie que c'est les pumse. On fait des mouvements doucement pour mieux apprendre. Et ouais. Les pumse, comme tu dis, c'est un peu comme des katas? Je crois pas, je pense pas. Ouais. Ouais. Ça ressemble. Parfait. OK. J'ai demandé tantôt à Ajar, comment toi, on sait que c'est un sport de combat, vous recevez des coups et tout ça, mais vous avez vous avez du matériel de protection. Comment toi, quand tu as commencé à aujourd'hui, comment tu acceptes les coups, comment tu as bien géré ça de recevoir des coups et d'en donner évidemment aussi? Quand que je me fais mal, par exemple dans un coup, je fais juste me contrôler pour pas perdre le contrôle parce que sinon ça se peut que je me blesse très très fort. Ou si c'est moi qui donne les coups, ça me dérange pas. Non. Non. T'as appris à dire ça fait partie du sport et puis bon, c'est ça le sport. Ouais. Oui. Maintenant, quand même, on voit que oui, c'est un sport de combat, mais vous êtes quand même bien protégé. Fait qu'il n'y a pas vraiment de... Oui, ils peuvent avoir quand même des accidents, mais ça n'arrive pas à tous les jours en entraînement, là. Non. Non. Fait que pour ceux et celles qui disent « Oh mon Dieu, c'est dangereux », c'est pas plus dangereux qu'un autre sport. Non, c'est pas plus dangereux que la boxe ou le football américain, des trucs comme ça. Je l'ai dit tantôt, tu es un athlète espoir. Si on se projette dans 1 an, 2 ans, où est-ce que toi, tu veux... C'est quoi tes objectifs? 1 an ou 2 ans ou genre plus, soit aller aux Olympiques, faire partie des championnats canadiens comme Ajar, elle vient de faire. Ouais, c'est ça. Tu l'as dit, comme Ajar est allée au championnat canadien, elle a gagné le championnat canadien. Est-ce que tu t'entraînes avec Ajar? Oui, souvent, ouais. Fait que pour toi, Ajar, est-ce que c'est une modèle, un modèle que tu veux suivre? Ouais. Est-ce que tu fais des combats avec ton entraîneur des fois? Non. J'espère pour toi. Merci beaucoup, puis bonne chance. Bravo. Merci Adam. Je suis avec le grand maître Benoît Morissette, l'entraîneur-chef du club de taekwondo Laval. Benoît, bienvenue à Sport Neuf Laval. Benoît, parle-nous un peu du club, comment ça a commencé jusqu'à aujourd'hui. Ça fait plusieurs années qu'on est ouvert. Notre année d'ouverture, c'était en 1991, à l'époque à l'école Marc-Aurèle Fortin. On avait beaucoup d'élèves ceinture blanche. Puis là, petit à petit, on a des élèves qui ont gradué. Il y en a beaucoup qui ont passé. On a au-dessus de 500 personnes là, minimum qui ont passé des ceintures noires. On a eu des maîtres qui ont passé par l'école aussi.
Et puis aujourd'hui, ben, on a une tonne de ceinture noire, puis on a plusieurs champions nationaux, internationaux là, qui s'entraînent avec nous. On sait, tantôt, j'ai demandé aux jeunes, toi, comment tu apportes le sport de combat? Oui, il y a du contact, oui, il y a des coups, oui, des fois, ça fait mal. Comment qu'on fait pour gérer ça comme entraîneur et d'expliquer ça à nos enfants et aux parents aussi qui sont dans la salle? Mais en fait, c'est un sport de combat, mais c'est aussi un jeu. Parce qu'il y a une zone de points, puis le but, c'est d'aller chercher des points sur l'adversaire sans en accorder. C'est un jeu de duel assez interactif, beaucoup basé sur action et réaction simultanées. Les personnes doivent apprendre souvent à prendre des décisions dans un très court laps de temps, parce qu'un coup de pied, c'est quand même assez rapide. Donc, il y a plusieurs notions à retenir, comme bien tenir la distance, avoir un bon sens d'anticipation aussi, beaucoup d'observation sur la façon que l'autre se positionne. Des fois, on peut prévoir quels coups vont venir aussi, ou on peut déformer sa position pour faire accroire des choses à l'adversaire aussi. Donc, c'est vraiment très, très, très complet, puis c'est infini quasiment les possibilités là, au niveau stratégique et tactique. Ce qui est encore plus remarquable au taekwondo, c'est que à boxe, par exemple, l'adversaire qui est droitier va rester droitier. En taekwondo, on peut changer de côté et avoir une stratégie de gaucher contre quelqu'un d'autre, même si on est droitier habituellement. Ça fait que les adversaires sont habitués là, d'utiliser les deux jambes. Donc, c'est pas limité à un seul côté. Tu peux débuter ton match, être droitier contre un droitier, puis terminer gaucher, puis que l'autre a décidé que lui aussi s'en venait gaucher. Ça peut faire partie du jeu aussi. Fait que c'est énormément de tactique. Fait que si on prend des athlètes, c'est quoi les trois plus belles qualités que tu recherches chez les jeunes? Bien, d'abord, il faut une certaine détermination parce que, veut pas, ça reste un sport de combat, même si on est très bien protégé. Et oui, les coups font de moins en moins mal avec les bons équipements de protection, mais il reste que l'athlète va recevoir des coups pareils. Il faut qu'il soit prêt à recevoir des coups aussi. Donc, psychologiquement, il faut que l'athlète soit prêt à ça aussi. Il faut que l'athlète soit prêt à avoir une mentalité de duel aussi avec quelqu'un, pas nécessairement à être toujours l'offensif, mais des fois être bon en réaction. Ça prend une bonne forme physique aussi. Plus ils sont grands et lancés, plus ils ont un avantage aussi. Mais parfois, quand ils sont petits, ils savent très bien jouer avec les distances et se tenir à distance de l'adversaire. Donc, quand ils sont assez réveillés pour comprendre que c'est un jeu d'échecs aussi parfois dans le combat, bien, ils développent un plein potentiel puis ils atteignent des sommets qu'eux autres même ne pensaient pas atteindre un jour. Là. Tu l'as dit tantôt, oui, on cherche la détermination chez les athlètes, oui, avoir une certaine force mentale, une certaine préparation mentale. On s'entend, en sport de combat, il y a beaucoup, beaucoup de mental. Et c'est sûr qu'on a l'aspect entraîneur de montrer aussi les techniques, les tactiques, mais il y a aussi une très grande chose à démontrer aux jeunes au niveau de la préparation mentale en sport de combat. Comment tu travailles avec tes jeunes là-dessus? Bien, effectivement, un combat, c'est à peu près 80% psychologique parce que les athlètes qui ont les mêmes connaissances stratégiques, quand ils s'affrontent, il faut qu'ils se démarquent à quelque part. Puis souvent, c'est la psychologie qui va prendre le dessus. Celui qui va être capable de maintenir son plan, celui qui va être capable de maintenir sa stratégie ou de mieux l'adapter à l'adversaire, celui qui va faire les meilleurs choix. C'est des choses là, qui vont être déterminantes. Puis nous, bien, dans les entraînements, on va travailler des techniques de combat, on va travailler du conditionnement physique, on va travailler beaucoup d'habiletés, mais on va toujours inclure un volet stratégique et technique, puis un volet psychologique aussi, pour que l'athlète qui apprend puisse être capable de le mettre en pratique dans des situations de combat. Parce que n'importe qui peut donner des coups de pied, n'importe qui peut se déplacer, mais le faire en réaction par rapport à un adversaire, c'est une autre chose. Donc, on travaille ces aspects-là là, dans tous les cours. Si tu as un truc à donner à différents entraîneurs, évidemment, c'est souvent ça qui arrive, d'être capable d'introduire la préparation mentale dans nos entraînements. C'est quoi le truc que tu fais, toi, Benoît Morissette? Eh bien, moi, j'aime ça les mettre dans des contextes de situations données. Je leur crée certains scénarios, comme par exemple, avant de se préparer pour le championnat canadien avec Ajar qui a gagné, bien, on avait pratiqué des situations. Qu'est-ce qu'on fait si on tire de l'arrière puis que le temps continue de couler? Mais moi, comme entraîneur, je peux même pas lui dire pendant le combat d'aller attaquer. Sinon,
l'adversaire va m'entendre aussi, puis le plan va tomber à l'eau. Donc, il a fallu pratiquer ces situations-là. Et ça a été bénéfique parce qu'avec quelques secondes à faire, elle tirait de l'arrière par un point, puis elle a remporté le championnat canadien par la suite parce qu'elle a su prendre les bonnes décisions dans le combat. Et ça, bien, pour prendre les bonnes décisions, bien, il faut les pratiquer, ces situations-là. C'est pas rendu au championnat canadien puis dire « Ah, je suis pas habitué avec un arbitre sévère. » On aurait dû pratiquer des situations avec un arbitre sévère dans nos cours pour pouvoir s'ajuster. Ça m'a déconcentré. J'ai pas été dans le match parce que j'ai eu trop de pénalités. Je pensais pas que je tomberais sur un arbitre aussi sévère. Tu sais, ça peut jouer sur un athlète. Ça fait que dans le cours, bien, je les mets dans des situations comme ça où je joue moi-même le rôle de l'arbitre puis je m'amuse à les faire suer pas mal, là. Tu l'as dit tantôt, bon, en compétition, le rôle de l'entraîneur est quand même, est-ce qu'il est quand même important au taekwondo où vous restez vraiment à l'écart et vous regardez le match ou vous avez le droit de parler à votre athlète? Le rôle de l'entraîneur est extrêmement important. C'est sûr, on va en compétition provinciale, on va communiquer beaucoup de stratégies et de techniques à l'athlète pour qu'il réussisse. Mais rendu à un certain niveau, le rôle de l'entraîneur est quasiment un psychologue à côté de l'athlète là, pour qu'il soit dans de bonnes conditions, avoir les idées claires pour combattre parce qu'il ne veut pas, surtout quand il y a le contact à la tête, l'athlète va combattre, il est nerveux, il veut gagner, il veut surtout pas se faire humilier, il veut surtout pas se faire blesser. Donc, il faut le préparer en conséquence, puis réussir à aller réveiller certains sens qui pourraient être endormis cette journée-là parce que c'est pas sa journée. Bien, nous autres, il faut qu'on voit ça. Ça fait qu'il faut être très, 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 très proche de l'athlète, surtout dans ces tournois-là. C'est bien important, surtout la veille au niveau de la préparation aussi. Veut pas, c'est un sport de combat, fait que des fois, ça travaille ici de savoir que ouais, demain, je vais aller manger des coups. Ah, l'autre, il est grand. Ah, il frappe fort. Ou il est vite. Quand tu connais les adversaires, des fois, c'est pas très, très motivant d'aller les affronter. Mais d'avoir un entraîneur qui est là, qui te supporte, puis qui dit, ben regarde, peut-être que l'autre, il est lent, il est grand, mais on peut peut-être profiter de notre jeu de vitesse, de notre jeu de distance. On peut travailler certains aspects, créer des situations qui peuvent être favorables. Donc, l'entraîneur a un travail très important. Puis les athlètes aussi, bien, ils ont un poids à faire. Fait que la veille des compétitions, il y a la pesée à gérer. C'est très difficile sur le plan moral, surtout quand la personne a le faim. Puis elle sait que, bon, il est 8 heures le matin, j'ai faim, mais si je mange, je vais dépasser ma limite de poids. Il faut que je gère mon poids puis la pesée est en après-midi. C'est quand même assez difficile, là. La personne aurait le goût de dormir, mais tu peux pas dormir. Si tu dors, tu dormiras pas ce soir, tu vas être fatigué demain. Donc, il faut que la personne soit réveillée avec la pleine conscience que mon ventre, il grogne, puis je peux pas manger. Parlons-en, oui, dans votre sport, il y a des catégories de poids. Un autre aspect, comme tu dis, qui est pas toujours facile à gérer avec les athlètes. Ça se fait pas juste la veille. Comment toi, tu travailles avec tes athlètes là-dessus sur la gestion de leur poids sans trop vraiment les démotiver, les dévaloriser parce qu'ils ont trop pris de poids. En tout cas, comment qu'on travaille tout ça en tant qu'entraîneur? Bien, quand ils sont seniors, ils ont plus de maturité de comprendre qu'ils ont un poids à suivre et puis ça se fait quand même bien. Quand ils sont jeunes, bien, on essaye Je veux pas leur nuire à leur croissance en faisant une diète sévère, surtout que, bon, c'est des jeunes, hein, ils sont hot dog, hamburger, poutine, spaghetti, ils veulent tout manger, là, McDonald's y compris. Ça fait que quand on arrive proche des compétitions, ben déjà au début de l'année, je dis, comme par exemple, Ajar devait combattre dans les moins 41 kilos. C'était l'objectif qu'on s'était donné. Eh bien, je lui avais dit, ben mange qu'est-ce que tu veux, mais essaie de ne pas dépasser 42 kilos. Mais si tu vois que tu dépasses beaucoup, bien, il faudrait peut-être regarder si tu as une poussée de croissance, puis peut-être qu'on va devoir penser à changer de catégorie de poids. Sinon, bien, si c'est juste 1 kilo, bien, on pourrait peut-être faire une simple déshydratation ou simplement faire attention à ce qu'on mange la veille. Il y a des diètes sans fibres qu'on peut utiliser, manger mou qu'on appelle. C'est pas très le fun, mais ça fait le travail. Ça enlève les résidus dans les intestins qui peuvent peser 1 kilo, 1,5 kg. Donc, la personne... juste sans faire d'effort, en mangeant mou la veille de la compétition, la veille de la pesée, bien, ça lui fait perdre le poids, tout simplement. Tu l'as dit, bon, tu t'occupes de la préparation mentale, tu t'occupes du taekwondo technique, tactique, la nutrition. Comment qu'on fait avec... On sait, club de taekwondo Laval, c'est pas une équipe nationale, c'est pas une équipe du Québec. Est-ce que tu utilises les services extérieurs ou tu fais tout ça tout seul?
Non, il faut utiliser les services extérieurs. Il y a des bons programmes avec Sport Laval, là, Excellence Sport Laval. Ils ont des nutritionnistes. Il y a un préparateur mental aussi avec qui on est habitué de faire affaire. Je consulte souvent des préparateurs physiques. J'aime ça, faire la préparation physique de façon plus spécifique à mon sport parce que on peut faire affaire avec des gens de l'extérieur, mais il reste que... Ils peuvent les préparer d'une certaine façon, mais l'expert en taekwondo, je suis désolé pour eux, mais c'est quand même moi. Puis il faut que la préparation soit faite, elle peut se faire de façon générale, mais quand on est rendu dans le spécifique, bien, c'est important que je sois au courant de toutes ces choses-là. Ça fait que c'est beaucoup de choses à gérer quand même, là, avec un travail à temps plein aussi, mais bon, on y arrive, puis on le fait, bien, c'est parce qu'on aime ça, puis en même temps, bien, ça fait partie de l'héritage de transmettre les valeurs aux gens, qui est une valeur importante chez les entraîneurs. C'est tout à ton honneur, Benoît. On va parler un peu du taekwondo, mais au niveau canadien, au niveau international. Il y a un certain temps, on avait une fille qui s'appelait Karine Sergerie qui était championne du monde. Maintenant, où est-ce qu'on en est dans le taekwondo au niveau du Canada? Est-ce qu'on se situe bien au niveau international? Bien, c'est sûr que le départ à la retraite pour Karine, ça a laissé un très grand vide. On a d'excellentes athlètes là, qui performent bien. On a, bon, du Manitoba, il y a Skyler Park qui a été championne du monde chez les juniors il y a un an. La relève est là. Au niveau de la province, on a des athlètes comme Marc-André Bergeron qui a passé très près de faire les Jeux olympiques avec Maxime Potvin. On se retrouve quand même avec des bons athlètes là, en préparation. Sauf que quand on va compétitionner à l'international, bien, la difficulté, tous les athlètes sont bons rendus là. Il n'y en a pas de mauvais. Puis ça reste un jeu qui est très psychologique. Puis une journée, ça peut être un gagnant. Puis le lendemain, ça peut être un podium totalement différent. V'là quelques années, tu vas savoir me le dire, le taekwondo a changé. Vous avez introduit les puces avec, ça donnait des points et tout ça. Puis on a vu quand même au début, on entendait le coup assez fort, mais on voyait absolument pas de points s'allumer. Où est-ce qu'on est rendu là, dans cette technologie-là aujourd'hui? La technologie s'est beaucoup mieux améliorée. Faut dire qu'au début, les premiers plastrons électroniques, c'était uniquement avec de la pression, ce qui veut dire qu'un coup de coude, un coup de genou, un coup de pied, le plastron ne faisait pas de différence. Tu pouvais tomber par terre et donner un poids à l'adversaire parce que c'était uniquement à pression. À un moment donné, ils ont utilisé un système avec un tissu qui faisait contact avec le plastron. Il fallait que le tissu fasse obligatoirement contact. Mais ici, quand tu arrivais pour frapper, il suffisait qu'il y ait juste un petit bout de la manche qui empêchait le contact. Puis le point ne pouvait pas se transmettre. Ça fait qu'il y a eu beaucoup de recherches. Ils ont utilisé une belle technologie quand même avec le magnétisme, en utilisant le magnétisme là, pour l'équipement électronique d'Eido. Il y a Adidas qui investit aussi avec une autre compagnie, KPP. Ça va de mieux en mieux là-dessus. Le but, c'est de réduire au maximum les controverses parce que, veut pas, quand c'est des humains qui jugent les points puis l'action se passe très rapidement, eh bien, certaines personnes vont voir une chose puis d'autres vont voir une autre chose aussi. Puis ça reste que c'est des points de vue différents qui doivent se partager. Puis ça peut choquer quelques athlètes, puis ça peut des fois choquer les spectateurs aussi parce qu'ils n'ont pas nécessairement le même point de vue non plus. Tandis que là, le plastron électronique, c'est équitable pour tout le monde. C'est sûr, ça a changé énormément au niveau de la pratique du sport, ça a changé énormément au niveau des stratégies. On a vu des frappes que maintenant le plastron électronique reconnaît comme étant des points, chose qui n'était pas nécessairement reconnue avant parce qu'on voulait des frappes quand même assez conventionnelles. Mais on appelle ça le progrès, donc il faut continuer à aller dans ce sens-là. Si on parle, oui, on appelle ça le progrès, mais on appelle ça aussi un investissement de coût. Comment on fait comme un club de Laval? Est-ce qu'on est capable de se payer ce matériel-là pour s'entraîner quand on a des athlètes de haut niveau? Eh bien, le matériel est très dispendieux aussi au niveau des plastrons électroniques. C'est à peu près 500 $ du plastron électronique. Les athlètes n'ont pas à le payer. Ce que les athlètes ont à faire, tout simplement, c'est d'acheter les bas électroniques, là, les sensors qu'ils ont, qui sont beaucoup moins dispendieux. Donc, c'est dans les compétitions qu'ils vont utiliser l'équipement électronique ou des fois quand on va dans les centres d'entraînement haute performance où on peut avoir accès à de l'équipement électronique aussi, des clubs qui ont investi de l'argent pour en acheter, mais c'est quand même assez dispendieux. Puis quand ça brise, c'est encore dispendieux à faire réparer. Donc, pour le moment, on va plus concentrer notre budget sur le développement des athlètes que sur l'achat d'équipement. Benoît, on a changé de place juste pour montrer. On s'entend, vous avez un local, oui quand même, mais il n'y a pas de tapis. Il n'y a aucun tapis. Il y a chute. On s'entend que ça va faire mal. Comment qu'on fait pour travailler dans des situations comme ça?
Bien, c'est très difficile, je vous avoue, de rester compétitif au fil des ans parce que, veut pas, bien, il y a un risque de blessure. Les autres clubs, il y a des clubs qui sont subventionnés, qui ont des subventions municipales, qui ont un local permanent, qui ont des tatamis pour pratiquer. Ils peuvent pratiquer, ils ont plusieurs facilités sportives aussi. Ils ont des punching bags, ils ont des ballons pilates, des accessoires pour faire de la pliométrie aussi. Mais nous, ben, malheureusement, on n'a pas ça. Donc, on y va avec les moyens qu'on a. Puis je trouve que on est déjà très fort, puis on est déjà parmi des grands clubs dans la province, malgré tout. Sauf que si on veut continuer de demeurer à l'avance, puis si on ne veut pas tirer de l'arrière assez rapidement, eh bien, ce serait le fun qu'on puisse avoir un local permanent avec la ville. On est en discussion. On a envoyé un projet là, où on aimerait avoir un local où on pourrait avoir nos tapis puis être installé là à l'année pour pouvoir continuer à développer les athlètes puis aider les jeunes à accrocher dans un sport à l'année aussi, au lieu de les retourner tout simplement à les traîner dans les coins de rue. Là. Bien, merci beaucoup, Benoît. En espérant qu'au jour, on a notre vrai centre multisport de sport de combat. Et merci de donner la passion à tous ces jeunes-là. Puis en espérant que tu poursuives pour encore plein d'années. Merci, Benoît. Merci beaucoup. Merci. C'est tout pour cette semaine. En terminant, j'aimerais féliciter tous les athlètes québécois qui ont gagné une médaille aux Jeux olympiques de Pyeongchang et particulièrement Jean-François Ménard qui revient à la maison avec 4 médailles, peut-être 5. Alors, félicitations à tous. Bonne semaine.